Bonjour à tous, bienvenue à notre première lettre opinion, format électronique. On a cru changer un peu notre format qui a toujours été écrit par le passé dans une version électronique, tout simplement parce qu'on croit qu'on peut, une image vaut mille mots, mais qu'on peut vous présenter beaucoup plus d'informations et afin que vous puissiez mieux comprendre notre positionnement en fonction des prochains mois. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans la lettre, dans l'opinion, on va parler de l'économie, on va regarder les marchés, les actions, le marché boursier, on va aussi regarder la diversification, discuter de la diversification, parler des taux, évidemment, et aussi les marchés baissiers. Hein, ça insécurise tout le temps un peu les gens, qu'est-ce qui se passe en fonction de quand on a des marchés baissiers. Et on a vu un repli assez important depuis la crise. Mais on a encore beaucoup de questions à savoir dans le futur, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va parler un petit peu des cycles économiques et aussi, en conclusion, en fonction de toute l'information qu'on va présenter aujourd'hui, notre positionnement sur notre portefeuille. Alors, sans plus tarder, si vous me le permettez, je vais tout de suite aller à la présentation qui, j'espère, va faire votre bonheur. Alors, donc, notre opinion pour le mois de mai. L'économie. Alors, on entend souvent parler des gens, ils nous demandent quelle est la croissance économique. Quand on parle du produit intérieur brut, le PIB réel, on voit un petit peu d'historique ici des récessions canadiennes. Donc, des années 80, début des années 90, évidemment 2008, et la toute dernière, la plus récente, 2020. Ce qu'on voit ici, c'est que, évidemment, quand c'est une récession, il y a une contraction de la croissance économique, donc du PIB, et ça a été assez drastique, la plus forte depuis les 50 dernières années. Alors, ça a été vraiment un choc, et on parle juste du dernier trimestre là, de l'année, donc octobre à décembre 2020, d'une contraction de moins 3, mais ça a baissé aussi loin que moins 12, moins 13 au mois de mars dernier. La ligne bleue nous donne un petit peu le PIB potentiel. Donc, en fonction d'une moyenne, si je peux le dire de cette manière-ci, les économistes prévoient pour 2021 une croissance économique autour de 6,5 % en Amérique du Nord, ce qui est considérable. Évidemment, 6,5 %, c'est considérable quand on a une forte contraction comme on a eu l'année dernière. Quand on a 2-3 % de croissance économique, on est généralement relativement satisfait dans les pays développés. Par la suite, on entend souvent parler des fameux cycles économiques. C'est quoi la durée? Bon, on entend 6-7 ans. L'idée ici, c'est tout simplement en fonction de la croissance, en fonction de la croissance économique, la durée des cycles peut être un peu différente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a toujours dans un cycle économique la fameuse récession, la période de récupération, ainsi que l'expansion. Alors, aujourd'hui, suite à la dernière récession que nous avons eue, qui a été la plus courte de l'histoire, où en sommes-nous dans le cycle économique? Alors, je trouvais très intéressant cette diapositive-là parce qu'on voit que des fois, la récupération et l'expansion peuvent durer relativement longtemps. Là, ici, on parle de plusieurs cycles économiques depuis les années 60 et en 2020, notre nouveau cycle, où est-il? Alors, on voit ici la chute, évidemment, drastique de 2020 et on a rebondi rapidement. Donc, on est dans la phase de récupération et on voit que l'expansion peut durer relativement longtemps. Donc, on a vu le cycle précédent qui est passé après la récession de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça peut durer plusieurs années. Bon, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Par contre, on sait qu'on est dans la récupération, on est au début de la reprise. Et pour nous, ça nous donne, avec une croissance économique anticipée, un aspect positif sur les marchés boursiers. On va parler de l'inflation un petit peu plus tard, mais ça nous donne en général un aspect positif sur les marchés boursiers. Maintenant, on sait qu'il y a eu beaucoup d'injections d'argent, on parle de déficit. Ce qu'on voulait tout simplement montrer ici, c'est qu'il y en a eu des déficits en fonction de la dette, mais il y a très, très peu souvent des périodes de surplus. Là aussi, on parle de la Fed américaine, de la fédérale, du budget fédéral américain. Donc, on voit qu'en général, on a toujours ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Et voici ce que les économistes prévoient
pour les 10 prochaines années. Encore une fois, un déficit. Donc, rien d'anormal dans des déficits budgétaires. Donc, à des moments de crise, on a vu, comme on en a entendu parler beaucoup dans les nouvelles, la Seconde Guerre mondiale, il y avait une dette fédérale très élevée et en dollars d'aujourd'hui, elle sera encore beaucoup plus élevée. Alors, on voit qu'il n'y a rien d'anormal et le COVID nous a causé un niveau d'endettement assez impressionnant avec beaucoup d'injections d'argent des banques centrales du monde en réalité. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde depuis la dernière récession, on voit vraiment qu'il y a une diminution de la dette, et je vais le dire comme ça, au niveau tant des entreprises, qui est la ligne grise ici, que les ménages dans les dernières années. Donc, on voit qu'il y a eu une amélioration du niveau d'endettement. Donc, pour nous, encore une fois, c'est positif. Là, souvent, les gens pourraient dire, oui, mais c'est beaucoup plus élevé que ce que c'était il y a 50 ans. Vrai. Par contre, en fonction de la dernière décennie, il y a une bonne amélioration. Donc, les gens, par défaut, se sont enrichis un petit peu plus. Au niveau des actions et des marchés boursiers, bon, ce qui est important, là, on entend souvent parler de ce qu'on appelle super cycle. On en a déjà discuté entre nous. Ce que ça nous dit, c'est que, et on va le voir dans les performances, mais il y a des périodes de consolidation. Ce n'est pas nouveau d'avoir eu des périodes où on n'a pas eu de rendement du tout pendant une décennie. Bon, évidemment, la Grande Dépression, par la suite, les chocs pétroliers qu'on a eu au début des années 70, et de 2000 à 2010, ce que les gens oublient, c'est que le marché américain n'a fait, puis là, on parle ici vraiment du S&P 500, n'a fait aucun rendement. Et par la suite, il y a une reprise et une poussée qui a lieu qui peut durer 10-20 ans, on ne le sait pas. Alors, à l'heure actuelle, après la pandémie, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est que même si la pandémie a eu lieu, on est encore dans un cycle haussier. Alors, ce qu'on appelle les super cycles. Donc, on voit avec la croissance anticipée sur la prochaine année, les 2 prochaines années, encore une fois, du positif au niveau des marchés boursiers. On va ventiler un petit peu, on entend souvent parler des cours-bénéfices. Les cours-bénéfices sont très élevés, c'est vrai, il faut juste mettre en relatif parfois les cours-bénéfices. Donc, on sait, à l'école, on a appris le numérateur et le dénominateur, je me répète souvent quand je parle de ça, mais le cours de l'action versus le bénéfice par action. Alors, ça nous donne des multiples. L'année dernière, le gros du rendement, et ce que vous voyez dans le losange ici, c'est le rendement du marché canadien qui a fait 5,6 %, le rendement du S&P 500 qui a fait 16,3 %, l'EFI qui est l'international, donc souvent ce que je dis, le non-nord-américain, 6,4 % et les marchés émergents ont fait 6,6 %. Là, depuis le début de l'année, c'est en date du dernier trimestre, on voit les performances canadiennes qui ont eu un très bon départ, le marché américain correct, le marché international un petit peu plus faible, le marché émergent encore un petit peu plus faible. Donc, quand on regarde une moyenne sur les deux, on voit quand même une certaine fluctuation, puis ça nous permet aussi d'anticiper où est-ce qu'on pense qu'on va aller. Mais on ne gère jamais juste en fonction du prochain trimestre ou de la prochaine année, on essaie toujours de gérer en fonction des 3-5 prochaines années. Donc, ici, en 2020, évidemment, à cause de la récession, les bénéfices des compagnies étaient déficitaires. Donc, c'est évident qu'en termes de rendement, le rendement boursier n'est pas venu des bénéfices des entreprises. Mais il est venu principalement en fonction des dividendes. Et le dividende prend une plus grande portion. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand le cours des actions diminue, le dividende, s'ils n'ont pas coupé le dividende, fait en pourcentage augmenter. Donc, le dividende a eu un impact important au niveau du rendement boursier l'année dernière. Évidemment, l'effet du dollar, là, quand on prend l'effet du dollar, ça peut avoir un effet négatif comme ça peut avoir un effet positif en fonction d'eux. On sait que notre dollar canadien s'est renforcé considérablement versus le dollar américain et moins en fonction ou plus en fonction des autres devises. Donc, ça, je voulais juste vous porter attention que quand le cours de l'action pousse fort, bien évidemment, la portion du rendement du dividende en termes de rendement total et global diminue à toute proportion gardée.
Donc, ici, une autre manière de le regarder, c'est au niveau de la valorisation des actions américaines. Si on regarde simplement le ratio coût-bénéfice, on dirait que le marché est un petit peu plus cher que ce qu'il devrait être. Faire attention parce qu'à un moment donné, le momentum peut faire en sorte que ça peut continuer. Sur ce, il faut le mettre un peu en relatif. Le bénéfice moins les taux. Et là, c'est là que ça devient important. Pourquoi je parlais un peu du dividende? Parce que le dividende aujourd'hui, quand on a un dividende de 2-3 et qu'on a des taux 10 ans à 1,7 la prime de risque qu'on va regarder un petit peu plus tard, aujourd'hui, n'est pas aussi élevée pour le marché boursier versus une obligation quand on prend l'inflation en considération. Alors, toute proportion gardée est relative à des taux 10 ans. On voit que le marché américain n'est pas nécessairement surévalué, ou je devrais peut-être dire, ne nous inquiète pas autant sur les prochaines années. Plus l'inflation va augmenter, on verra à ce moment-là par rapport à la prime de risque. Mais là, pour le moment, on sent et on est confortable à ne pas être trop inconfortable avec la valorisation du coût-bénéfice des actions sur le marché boursier américain. On voit par exemple qu'au Canada, les évaluations de coût-bénéfice est un petit peu moins, plus dans la norme là, de l'écart type. Quand on parle d'écart type, c'est juste un range un écart type versus les probabilités qui demeurent dans ce range-là sans rentrer très technique. Alors, les évaluations du coût-bénéfice n'est pas nécessairement surévalué, mais encore une fois, le fait que le cours n'a pas autant monté, la portion des taux ici est un petit peu différente ou divergente versus les taux 10 ans canadiens. Évidemment, ici, ce qu'on voit en bas à droite, c'est tout simplement, revenons rapidement. Ce qu'on voit ici, c'est tout simplement que, évidemment, le rendement du dividende, le fait que les cours ont monté, a un impact un peu différent. L'indice boursier au point d'inflexion. Ce que ça nous dit, c'est que vous avez vu tantôt un petit peu les marchés boursiers qu'on peut avoir des périodes de 10 ans où on n'a pas beaucoup de rendement. C'est une autre manière de le présenter, mais on veut le présenter en fonction du point d'inflexion du bas après des ralentissements économiques comme on a eu à la fin de la récession 2000-2002, 2008 et aussi 2020. Je vais le présenter de deux manières. On voit ici que ça baisse et maintenant que ça remonte. Alors, j'aime montrer la période du fameux 10 ans qu'on parlait au niveau du marché américain, le S&P 500, où quand on a une baisse de 50 bien, ça nous prend un rendement de 100 juste pour revenir au point de départ. Donc, sur 10 ans, ce qui est arrivé, le marché américain, au début des années 2000, a baissé de 50 et par la suite, du point d'inflexion, donc du bas, a repoussé pour revenir à son point de départ. Donc, 50 de baisse, ça nous prend un minimum de 100 pour revenir au point de départ. Donc, pendant une décennie, on a complètement perdu au niveau du rendement de marché boursier américain. Là, si on rentrait la devise en considération pour un investisseur canadien, on était même négatif. Par contre, ce que ça nous dit, ça nous donne un petit peu quand même des aperçus. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc, on va pousser un petit peu plus loin. Là, on voit ici que le marché américain de 2008 de 2009, après la récession, jusqu'en 2020, a une poussée très, très forte. Alors, on voit ici par une croissance de 400 Donc, le marché américain a poussé plus fort que tous les autres marchés dans la dernière décennie. Et c'est une des raisons pourquoi vous allez remarquer, et qu'on en a discuté déjà avec nos clients, pour ceux qui ont déjà eu la révision depuis le début de l'année, tout simplement qu'on croit donc la portion IFI peut donner un petit temps devant. Alors, c'était tout simplement pour indiquer qu'il peut y avoir des périodes plates où on ne fait pas grand-chose, mais la diversification demeure toujours hyper très importante. Performance par facteur. Quand on parle de diversification, on parle toujours évidemment de diminuer la volatilité, de diminuer le risque du portefeuille. Alors, c'est pour ça que, bon an, mal an, quand on regarde
les performances par différents facteurs, il y a des facteurs qui vont nous donner du rendement positif, puis d'autres un petit peu moins. Mais en combinant le tout, on a des chances de diminuer la volatilité de notre portefeuille. Donc, je vais prendre l'exemple de 2020, par exemple. Alors, on voit ici que 2021, si on part avec 2021, on voit que l'indice de faible volatilité, donc dans les moments où il y a moins de volatilité dans les marchés, cet indice-là a, depuis le début de l'année, sous-performé le reste du marché. Par contre, les petites capitalisations, et souvent dans un contexte de récession, et quand on ressort de la récession, les petites capitalisations ont tendance à surperformer le marché en général. Et la raison pourquoi, c'est parce que c'est plus facile pour une petite entreprise de s'ajuster, de contrôler ses coûts et de repartir avec une profitabilité plus élevée. Donc, d'où le court-bénéfice peut pousser à la hausse. Alors, aucune surprise d'avoir des petites capitalisations. Par contre, petites capitalisations, en général, si on les prend seules, amènent plus de volatilité dans un portefeuille. D'où l'ajustement et la diversification avec d'autres styles. On voit ici que le style valeur, qui est celui que nous préconisons dans notre valeur économique ajoutée, un petit peu différent du style valeur simple, mais a très bien fait depuis la dernière année en réalité. Alors, même si ici, on nous dit que le style valeur l'année passée, dans le premier 6 mois de l'année, n'avait pas très, très bien fait, même avec un gros recul, depuis la crise, il y a eu une belle poussée, comme on voit ici en termes de rendement. Là, après ça, on parle d'indices. Quand on tombe dans des titres plus particuliers, on a des chances d'aller chercher une plus-value si on fait de bons choix de titres. Alors, le facteur très important, les facteurs aux États-Unis peuvent être un petit peu différents. On voit que le style valeur, autant au Canada qu'aux États-Unis, a bien fonctionné, mais on voit que les petites capitalisations au Canada ont un petit peu moins bien performé qu'aux États-Unis, mais que les titres à haut dividende ont très, très, très bien fait cette année, ont repris ce que l'année passée, les titres avec des dividendes élevés n'avaient pas bien fait. Encore une fois, cette slide-là, cette diapositive-là, c'est tout simplement pour démontrer, regardez ce que le marché fait, le S&P TSX, au fil des 10 dernières années. Mais quand on peut combiner différents facteurs, on diminue notre volatilité. D'avoir toujours le meilleur style ou le meilleur facteur bon à manant, c'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours la tendance à diversifier par facteur. Maintenant, passons aux taux, parce que les taux ont été quand même bas. On n'a fait que baisser que depuis 40 ans. On voit, là, on parle d'inflation ici, mais ce qu'on voit ici vraiment au niveau des taux n'ont fait que baisser. Mais on parle inflation depuis le début de l'année. En réalité, on parle d'inflation depuis plusieurs années, mais là, vraiment, on pense qu'on a atteint le creux au niveau de l'inflation et les chiffres semblent nous démontrer que l'inflation est un petit peu à notre porte. Donc, on voit que l'inflation et les taux vont de pair. Sur les 10 dernières années, on voit que l'inflation a été relativement faible à 1,7. Et encore une fois, on gère toujours en perspective de plusieurs années, mais court terme, on pourrait voir la fin d'une inflation très, très basse et une poussée inflationniste. Pas alarmante, parce que ce que les banques centrales veulent faire, ils veulent garder leur braquette entre 1 et 3 %, la cible à 2 %. Par contre, continuons au niveau de l'inflation totale versus l'inflation de base. Comme vous savez, là, on a toujours deux types d'inflation en Amérique du Nord. On a l'inflation de base en excluant l'alimentation et l'énergie, ou on a l'inflation totale qui comprend l'alimentation, évidemment, et l'énergie. Je pense que l'inflation totale est certainement quelque chose de très important, mais pour bien comprendre, encore aujourd'hui, cette inflation-là, je pense qu'en prenant en considération l'alimentation et l'énergie, on va le mettre en perspective avec le prix de l'énergie. Et souvent, on va dire, bien là, ça coûte tellement plus cher à la pompe que l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'on prévoit. Par contre, ce que ça nous indique ici, c'est que l'énergie, en réalité, ne représente que 8 % du panier de l'IPC. Là, on pourrait débattre est-ce que c'est suffisant ou pas, mais ici, ce n'est pas l'objectif, c'est tout simplement de dire vraiment qu'il représente 8 %, mais explique 71 % de ces fluctuations. Donc, on voit qu'il y a des fortes
fluctuations, ici, causées principalement par le prix du baril du pétrole. Alors, ici, on voit ces mouvements-là. Par contre, overall, comme ça représente que 8 %, on peut se fier, encore aujourd'hui, à moins qu'ils décident de changer la formule de l'IPC, l'indice aux prix de consommation, on peut se fier encore aux chiffres que nous avons, qui est au mois d'avril, qui était rendu à 2,4 % au niveau inflationniste. Donc, sur les 10 dernières années, 1,7, puis on est rendu à 2,4. Et la cible, c'est vraiment ce que les marchés veulent et les banques centrales veulent vraiment garder un taux neutre autour de 2 %. Donc, entre 1 et 3 %, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont être confortables à ce que ça dépasse 3 %, que ça aille jusqu'à 4 % sur un trimestre ou peut-être deux. Les banques nous ont dit qu'ils ne devraient pas augmenter les taux avant 2023. Sur ce, on verra si l'inflation est trop forte. Ils n'auront probablement pas le choix de contrer un petit peu cette inflation-là en poussant les taux un peu à la hausse, mais actuellement, ça a un effet un peu pervers sur les obligations qui fait que les taux obligataires ont tendance à déjà augmenter quelque peu. Donc, quand on parle hausse de taux, ça fait assez longtemps que vous m'entendez dire qu'il y a un impact négatif sur les revenus fixes. Et depuis le début de l'année, depuis janvier 2021, ceux qui avaient des taux obligataires ou des obligations long terme fédérales, puis là on parle des obligations 30 ans, c'est rendu pire en date d'aujourd'hui, mais les obligations dans le premier trimestre, ça avait déjà fait moins 11 %. C'est notre portion garantie de notre portefeuille. Mais ne vous inquiétez pas, on n'était pas nécessairement sur le long, mais les obligations sont négatives, là, en moyenne de moins 5 depuis le début de l'année. Le seul revenu fixe qui a été positif, c'est les actions privilégiées. Et les actions privilégiées ont été assez faibles en termes de rendement sur les 3 dernières années. D'où, encore une fois, l'importance d'avoir une diversification, même dans le revenu fixe. Alors, les obligations à long terme, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois qu'on a vu des rendements négatifs. Regardez en 2013 où on a vu des rendements négatifs. Mais en général, les obligations, avec une belle diversification, avec une saine gestion, devraient s'en sortir avec des rendements corrects, honnêtes, sur les 3 à 5 prochaines années. Plus faibles, parce qu'on est dans probablement une poussée de hausse de taux, mais correct en termes de protection du portefeuille. Ce qui nous amène, tantôt je laissais un petit mot, ce qui nous amène à la prime de risque. Quand on parle de risque, qu'est-ce qui nous amène plus de risque? On sait que les actions à long terme vont nous donner plus de performance. On le voit ici dans le graphique à gauche. Les petites capitalisations donnent beaucoup plus de rendement, mais les petites capitalisations ont une volatilité beaucoup plus élevée. Donc, quand on parle de volatilité, souvent on va entendre risque-rendement. Si on prend plus de risques, on risque d'aller chercher plus de rendement. Mais on amène par défaut beaucoup plus de volatilité. Alors, ce n'est pas tout le monde qui sont confortables d'être avec une forte volatilité comme les actions de petite capitalisation. Donc, c'est pour ça, encore une fois, la diversification. Mais ce que je veux juste vous amener ici sur cette slide-ci, sur cette diapositive-là, qui est pour moi qui est l'impact important, c'est que si on regarde les obligations versus les actions. Alors, si on prend les obligations, qui est le terme ici, versus les actions, regardez en termes de prime de risque. Aujourd'hui, les obligations, à cause du contexte économique, de la poussée potentielle inflationniste, de la poussée potentielle de hausse de taux futurs, ont une prime de risque tout aussi élevée que les actions, mais avec beaucoup moindre de possibilités de rendement à long terme. Donc, aujourd'hui, de prendre une prime de risque, il faut faire attention quand on parle de prime de risque. Est-ce que les obligations sont plus risquées aujourd'hui que les actions? Ce qu'on dit, c'est que la prime de risque pour aller chercher du rendement futur est certainement équivalent aux actions. C'est pour ça que dans notre positionnement de portefeuille, on a diminué quelque peu nos obligations pour
augmenter la portion action du portefeuille. Ici, on parle de le fameux pétrodollar. Je vais tout simplement me focusser un petit peu plus sur la portion droite parce qu'on parle toujours du fameux pétrodollar. Il y a une corrélation depuis les 20 dernières années de 90% du prix du baril du pétrole avec le dollar canadien. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas parce que si on regarde la corrélation, puis corrélation, c'est si ça va bouger dans la même direction. On voit que sur une période avant ça, on a déjà eu des corrélations négatives, donc que le prix du baril du pétrole et le dollar canadien ne fluctuaient pas tout à fait dans la même veine. Et c'est pour ça, souvent, quand je parle aux gens, je dis sur une période de 15 ans, pour moi, le dollar n'a pas d'effet. Ça fluctue à la hausse, ça fluctue à la baisse versus le dollar américain. Mais sur une longue période de temps, je ne suis jamais très inquiet au niveau de la devise. Par contre, là, présentement, on sent que le dollar canadien est en poussée vers la hausse et est rendu à peu près 81-82 cents au moment de cette opinion-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent cette question-là auprès de nos clients. Pourquoi qu'on ne se met pas cash quand on sait qu'on va s'en aller en récession? Le dilemme de se mettre en liquidité, on n'est pas assez intelligent pour savoir quand est-ce que le marché va repartir. L'année passée, le 23 mars, on sait qu'aujourd'hui, le 23 mars 2020, ça a été le creux du marché et que le marché a repoussé. Si, quand on parlait à tous nos clients à partir de cette période-là, on n'était pas sûr que c'était pour partir aussi rapidement que ça, sauf que souvent, quand il y a des chocs aussi rapides, il peut y avoir une période rapide de remontée. Par contre, c'est là que la gestion et le rééquilibrage du portefeuille est très, très, très important pour nous. Et je vais essayer de le démontrer dans cette slide-ci, dans cette diapositive-ci. Alors, je vais prendre quand même l'exemple de 2008, qui a été vraiment notre période de récession assez sévère. La récession a duré 517 jours. Okay? Elle a terminé le 9 mars. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est qu'elle a commencé en 2017, 2018 toute l'année, et le 9 mars 2019, ça a été la fin, le creux, vraiment la dernière journée de baisse du marché boursier avant que le marché monte. Donc, la perte qu'on a eue, c'est 57 ça a pris 1400 jours pour se rétablir. Et souvent, les gens me disent, oui, mais ça ne m'a pas pris, moi, 1400 jours. Parce que ce qui arrive, c'est que ça, c'est les marchés boursiers. Donc, quand on parle d'un indice, on parle un peu d'un produit passif. On peut racheter de l'indice, mais l'indice en tant que tel a pris 1480 jours à se rétablir. Donc, après 6 mois, on avait remonté de 48 Tantôt, je vous ai dit, si on baisse de 50, il faut faire 100 Alors, ça a fait 48, ça a fait 63, ça a pris 96, ça a monté 96 puis 36 mois, 94 On a toujours des fluctuations derrière ça. Mais longue histoire courte, c'est qu'il y a eu quand même, il faut rester dans le marché parce qu'on sait qu'on va se rétablir dans le temps parce que le marché va remonter à cause des raisons qu'on vous a dit tantôt, les cours-bénéfices, ça se réévalue et les cours remontent parce que les bénéfices vont remonter. Éventuellement, la profitabilité va revenir. Mais ce qu'on peut faire dans des périodes comme ça, c'est ce qu'on a fait l'année passée. C'est pour ça que les performances, on en était très satisfaits pour vous, c'est que si on achète ce qui a baissé, vous comprendrez qu'on fait des coûts moyens beaucoup plus bas. Alors, par exemple, si ça a baissé de 50 57 et que je rachète la même quantité que ce que j'avais acheté originalement, ma baisse n'est plus de 57 va être baissé de moitié, d'à peu près 28 Là, j'y vais, pas scientifiquement, mais juste pour vous expliquer le concept. Donc, si j'achète et que je baisse ma perte à 28, pourquoi? Parce que je fais un coût moyen à la base, mais ça va me prendre moins de temps avant de récupérer mon rendement futur. Alors, si j'ai acheté fort et j'ai acheté 100 puis c'est un exemple théorique, mais je pense que vous comprenez l'exemple, il y a toujours la diversification qu'on garde, mais 50 57 on tombe à 28, mais 28, si le marché a fait 48 dans les 6 prochains mois, je viens de récupérer beaucoup plus rapidement mon capital. Je ne fais peut-être pas de rendement, mais je viens de raccourcir ma profitabilité future et c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça, souvent, quand on dit à nos clients, dans une période baissière, c'est là qu'il y a des opportunités. Ce n'est pas quand le marché monte. À un moment donné, faire des coûts moyens quand le marché monte, en réalité, on se pénalise un petit peu. Mais l'idée, c'est de prendre des prises de profit quand on va en haut et de racheter plus bas. C'est aussi simple que ça, pas toujours facile à faire,
et pas toujours savoir, facile de connaître que le 9 mars 2009, ça a été la dernière journée baissière, comme le 23 mars 2020 était la dernière journée. Alors, gros choc en 2020, mais avec beaucoup de gestion active et de rééquilibrage, on risque de diminuer notre volatilité, d'aller chercher un rendement futur. C'est ce qu'on voulait montrer ici. Encore une fois, la performance de différentes classes d'actifs. Là, on parle de répartition d'actifs, on parle des catégories, donc on parle du revenu fixe, on parle des actions canadiennes, des actions américaines et de la portion internationale. Ici, ce qu'on a mis comme exemple, en blanc, vous verrez ce qu'un portefeuille équilibré a fait au fil des 10 dernières années. Donc, on voit qu'il se maintient bien. Pourquoi? Parce que nos actions généralement performent mieux, donc poussent un peu à la hausse en fonction de nos obligations, mais on voit qu'on a une certaine stabilité et une paix d'esprit quand on gère vers différentes classes d'actifs. La corrélation est très importante pour diminuer la volatilité de notre portefeuille. Donc, quand on regarde chacune des catégories d'actifs, donc on parle des liquidités aux obligations, aux actions canadiennes, américaines, internationales et des marchés émergents, on voit que quand on voit des chiffres entre parenthèses, c'est une corrélation négative. Ça veut tout simplement dire que quand telle catégorie d'actifs a été positive, l'autre qu'on a mis dans le portefeuille peut donner des rendements différents qui fait en sorte qu'on diminue la volatilité. Ce n'est pas nécessairement des rendements négatifs, c'est tout simplement un rendement différent de ce que l'autre catégorie d'actifs. D'où la diversification, d'où l'importance de voir différentes classes d'actifs, différents facteurs, différents secteurs. Et plus on rajoute de ces variables-là, plus on a des chances de diminuer la volatilité de notre portefeuille. Tout simplement pour vous dire qu'on a dans notre portefeuille en date d'aujourd'hui versus qu'un équilibré neutre devrait être, on a un petit peu moins de liquidité. Les revenus fixes, pour bien des raisons que je vous ai expliquées tantôt, on est un petit peu sous-pondéré. Par défaut, si on est sous-pondéré dans la portion revenus fixes de notre portefeuille, on devrait être un petit peu surpondéré au niveau des actions. Alors, Canada, un petit peu neutre, on a augmenté un petit peu, mais un petit peu neutre ou un petit peu en deçà, les Américaines un petit peu en deçà, et où on croit que les actions étrangères vont pousser sur les 5 à 10 prochaines années un petit peu plus, parce qu'il y a un petit peu plus d'escompte. C'est d'où l'endroit où on est un petit peu surpondéré. Puis dans les actions étrangères, ici, on inclut ce qu'on appelle les actions de marché émergents. Et autre, c'est tout simplement la fameuse corrélation. Je vais l'expliquer simplement comme ça, en tout simplement regardant, ce sont des catégories d'actifs, des produits alternatifs qui bougent différemment du reste du portefeuille. Et on est relativement neutre à cet endroit. On a augmenté au fil des années pour devenir neutre, surtout avec le contexte de taux qui sont beaucoup plus bas. Alors, c'est ce que nous voulions vous présenter. Encore une fois, un gros merci pour tout. Voici notre première lettre opinion. J'espère que vous avez apprécié. On est toujours prêt pour avoir des commentaires. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit. On est là pour pouvoir répondre à vos questions. Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée.